Dans cette deuxième partie du cours, nous allons voir que le tableau des ambassadeurs est une œuvre réalisée dans le contexte des grandes découvertes et de la mise en place des premiers empires coloniaux. Tout d'abord, nous allons voir que les grandes explorations et les grandes découvertes vont bouleverser la vision du monde des Européens de la Renaissance. Pour débuter ce chapitre, nous allons revenir sur le tableau des ambassadeurs et je vais vous proposer un extrait du DVD qui analyse cette œuvre. Au travers de cette scène se joue rien moins qu'un jeu de vie ou de mort politique. Son échelle, l'univers, dont chaque niveau de l'étagère offre le modèle réduit. En haut, l'ordre du ciel, traditionnellement considéré comme divin et éternel. En bas, l'ordre terrestre, traversé par des signes de mauvais augure. L'étui auquel manque une flûte. Le luth, dont l'une des cordes est cassée. Le livre d'arithmétique, ouvert à la page traitant de la division. Et enfin, le globe terrestre, cul par-dessus tête. L'enjeu, la survie d'un pays, la France. C'est pourtant la première puissance européenne. 15 millions d'habitants unifiés sous la bannière d'un même roi. Et une politique militaire agressive en Italie. La Révolution, c'est un changement des rapports de force, dont la péninsule ibérique, bien moins peuplée, est le moteur. En Europe, tandis que l'Aragon domine les Baléares, la Sardaigne, la Sicile et le royaume de Naples, le Portugal et la Castille construisent des empires d'échelle mondiale avec leurs caravelles dirigés vers le sud et l'ouest. Le globe emporte les marques concrètes. Ces archipels stratégiques pour la navigation et le commerce sont représentés plus grands que nature. Madère et les Açores, les Canaries, le Cap-Vert ou San Tomé. Et une limite légale, celle du traité de Tordesillas, atteste d'un partage du monde où la France n'est pas conviée. Avec la bénédiction du pape, les terres découvertes à l'est sont au Portugal, celles vers l'ouest à l'Espagne. Mais le plus spectaculaire, c'est ce qui ne peut être vu sur cette seule face du globe. Dans les années 1530, le Portugal dirige un empire commercial planétaire le long du Brésil, des côtes de l'Afrique en s'étendant d'Inde jusqu'en Indonésie. Quant aux Castillans, après avoir découvert l'Amérique et colonisé les Antilles, ils construisent un empire territorial. Après la Floride et la chute des empires mayas et aztèques, ils s'attaquent à l'empire inca. En 1529, 4 ans avant la réalisation du tableau, Castillans et Portugais se rejoignent de l'autre côté du globe et doivent négocier entre eux la propriété des îles du Pacifique. Tandis que François Ier commence seulement à envoyer des expéditions en Amérique du Nord sans débouché économique tangible. Le tableau d'Holbein évoque donc par le globe le contexte des grandes découvertes et des explorations menées par le Portugal et l'Espagne au XVe et au XVIe siècle. On y aperçoit notamment la limite du traité de Tordesillas de 1494 qui délimite le monde entre les deux puissances dans l'Atlantique. Le globe fait également référence au premier tour du monde de l'histoire réalisé par l'expédition de Magellan entre 1519 et 1522. Cette navigation autour du monde, autour de la Terre, s'appelle la Kirkoon Navigation. Avant Magellan, plusieurs expéditions ont permis la mise en contact des Européens avec d'autres civilisations. Par exemple, Marco Polo, au milieu du XIVe siècle, qui réalise un voyage en Chine à travers l'Asie. On connaît également, bien sûr, Christophe Colomb en 1492, ou encore Vasco de Gama qui rejoint l'Inde par la mer en 1497. Enfin, on peut citer l'exemple de Cabral, le Portugais, qui découvre le Brésil en l'an 1500. Cependant, le voyage de Magellan, vous le verrez, est tout à fait particulier, car ce voyage a permis de prouver que l'on pouvait faire le tour de la Terre en bateau. Il a également permis de cartographier des territoires encore mal connus. Nous aurons l'occasion également de développer cet aspect des progrès de la cartographie. Alors, le deuxième aspect du cours va concerner les conquêtes
l'exploitation et l'enrichissement de l'Europe à travers l'exemple espagnol. En effet, les terres découvertes par les Espagnols ne tardent pas à être conquises et soumises. C'est le cas notamment de l'empire aztèque, à l'emplacement du Mexique actuel, qui est conquis par l'Espagnol Cortés et dont la capitale, Tenochtitlan, est détruite. La conquête de l'empire Inca par Pizarro se solde également par la destruction et le pillage de la capitale Cusco. La conquête espagnole s'accompagne d'une chute importante de la population amérindienne, notamment à cause de ce qu'on appelle le choc microbien, c'est-à-dire la contagion des populations amérindiennes par des maladies venant d'Europe. Sur ce graphique, vous pouvez voir l'évolution estimée de la population indienne entre 1519, à peu près au début du XVIe siècle, jusqu'au début du XVIIIe siècle. Sur cette même diapositive, vous pouvez voir la cathédrale, une représentation de la cathédrale de Mexico, qui a été construite sur la Plaza Mayor, la place centrale de l'ancienne Tenochtitlan, qui a été construite sur les ruines d'un ancien temple aztèque, ce qui montre que les Espagnols conquièrent vont décimer une grande partie de la population amérindienne, mais vont aussi transformer et s'approprier ce territoire. Quoi qu'il en soit, ces contacts entre les Européens et les peuples d'Amérique changent la vision du monde et de l'humanité qu'ont les Européens. Ils découvrent d'autres cultures et pensent différemment la géographie du monde. Ils entreprennent également une cartographie minutieuse des territoires explorés. Dans une dernière partie, nous allons voir que cette période est également celle de la première mondialisation. Alors, le XVe siècle est considéré comme le moment de la première mondialisation. On définit la mondialisation comme la mise en relation de territoires et de populations à l'échelle mondiale. À cette époque, ce sont le Portugal et surtout l'Espagne qui mettent en place un système d'échange de dimension mondiale. Les villes dominant ce système vont s'enrichir très rapidement, et vous pouvez le voir sur cette carte. C'est le cas notamment de Lisbonne au Portugal et de Séville en Espagne. Ces deux pays vont former ce que l'on appelle des économies mondes. L'économie monde portugaise est centrée, comme vous pouvez le voir ici, sur l'océan Indien, à part pour le Brésil, alors que l'économie monde espagnole est davantage centrée sur les liaisons transatlantiques, donc autour de l'océan Atlantique.